La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique boursière Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 7 août 2024 et elle s'appelle ce matin complètement secouée. Les excès boursiers du premier semestre ont provoqué une indigestion sur les marchés, une baisse qui est jugée salutaire par les uns, inachevée par les autres et déplacée par les troisièmes. Ce qui est sûr, c'est que la volatilité reste présente et entraîne des mouvements mal contrôlés. Selon le bon vieux principe du balancier, il pourrait même y avoir une ouverture en fanfare ce matin. Les remous sur les marchés actions ont donc cessé hier, ou du moins ont-ils connu une accalmie. En Asie, où la séance de lundi a tourné au krach boursier, la journée de mardi est restée tumultueuse, mais dans le sens de la remontée. Il y avait en effet une bonne dose de volatilité dans l'air. Du côté de l'Europe, on a eu du mal à rebondir à tel point que certaines places n'ont pas redécollé du tout. C'est le cas du CAC 40 qui a lâché 0,3%. C'est la 4e séance de rang dans le rouge pour l'indice français. Le bilan 2024 est désormais négatif, il est à moins 5,5%. Du côté des États-Unis, le gros rebond entrevu en milieu de séance s'est transformé en rebond modéré à la clôture. Le Nasdaq 100 a repris 1%, mais il avait gagné quand même jusqu'à 2,6% au meilleur de la journée. Le secteur des semi-conducteurs s'est offert une bouffée d'air frais tractée par Nvidia inévitablement. D'une manière générale, les marchés semblent se calmer, ai-je lu depuis hier sous diverses formes sous la plume de patrons de l'investissement de plusieurs firmes de gestion. Et oui, je sais, c'est exactement la réflexion que vous êtes faite vous-même et moi aussi d'ailleurs. Nous sommes tous de petits patrons de l'investissement en puissance. Le plus important, c'est quand même que les réactions extrêmes des premiers jours ont laissé la place à davantage de réflexion. La remontée des rendements obligataires américains suggère en parallèle que les scénarios cataclysmiques du type « la Fed va devoir baisser ses taux en urgence » étaient sans doute surfaits. Et ça, c'est plutôt cool pour Jérôme Powell qui ne sera pas brûlé pour hérésie sur la place publique, en tout cas pas tout de suite. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, la situation des derniers jours m'a fait penser au génial dessin de Kevin Kelleher, alias Cal. J'ai mis le lien dans la chronique écrite, mais pour les auditeurs, évidemment c'est un peu plus compliqué, donc je vais m'employer à décrire un petit peu à quoi ressemble ce dessin. Vous savez, c'est celui où on voit un financier qui prononce le mot Excel en discutant au téléphone, qu'un autre financier comprend mal et qu'un troisième interprète en sell. Alors sell, ça veut dire vendre en anglais, si on sait pas ça, évidemment la blague perd beaucoup en saveur. Donc la panique commence à s'emparer de tous les autres qui commence à hurler sell, 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 jusqu'à ce qu'un financier capitule et dise goodbye, qu'un autre financier comprenne mal et interprète ça comme un buy. Alors buy, ça veut dire acheter en anglais, si on ne sait pas ça, évidemment, la blague perd aussi beaucoup de saveur, et puis on en a un autre qui commence à crier buy, et puis un autre, et puis encore un autre, et tous finissent par crier frénétiquement buy, buy, buy. C'est évidemment le symbole du comportement moutonnier du marché. L'indice de volatilité VIX, dont on a pas mal parlé ces derniers jours et qui prend la tension du marché, est tombé de son piédestal. Selon ce que j'ai lu, il aurait chuté au rythme le plus rapide depuis 2010, après avoir grimpé au rythme le plus rapide depuis 2008. Quand on commence à comparer des records et des contre-records en 24 heures, c'est qu'il y a des excès quelque part. Ceci dit, le VIX reste quand même à haut niveau, signe que toute crainte n'est pas dissipée, vigilance donc. Pour autant, les appels au calme des décideurs politiques, financiers et monétaires ont l'air d'avoir quand même porté leurs fruits, en parallèle de mouvements tactiques assez porteurs. On a ainsi un responsable du Forex chez JP Morgan qui a expliqué hier que 50 à 60% des opérations de carry trade les plus agressives sur le yen avaient été dénouées, ce qui signifie en clair que le marché a sans doute encaissé la majeure partie du choc. D'ailleurs c'est marrant, on s'est interrogé il y a quelques jours ensemble pour savoir pourquoi est-ce qu'on donnait autant d'importance à la Banque du Japon alors que c'est une banque centrale quand même assez éloignée. Et bien là on a compris pourquoi cette semaine. De son côté, Goldman Sachs a révélé que les fonds spéculatifs ont profité du creux, on dit buy the dip en anglais, pour se renforcer sur des secteurs surattaqués. Les statistiques que la banque obtient au travers des positions de ses propres clients hedge funds montrent en effet que la séance de la veille a été la plus active à l'achat des 5 derniers mois pour ces fonds. Des fonds qui ont particulièrement apprécié la technologie américaine, apparemment, on ne se refait pas. Dans le reste de l'actualité, Kamala Harris a choisi comme colistier en vue de l'élection présidentielle le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Je cite Bloomberg, dont l'explication sur ce choix me semble assez limpide, ouvrez les guillemets. Ce choix est conforme à la sagesse conventionnelle de l'équilibre du ticket, complétant Madame Harris, qui est originaire de Californie et cherche à devenir la première femme noire présidente de l'histoire des États-Unis, à travers des lignes démographiques, culturelles et politiques. En effet, Walz est classé à gauche et il est notamment populaire dans son état pour son soutien financier à la classe moyenne. Dans l'actu des sociétés, encore pas mal de publications depuis hier soir aux États-Unis. Celle de Lumen a surpris à la hausse, à l'inverse de celle d'Airbnb, qui perdait 16% après la clôture. Ce matin, j'ai l'impression que Continental et Novo Nordisk ont mal publié en Europe.
Alors ça reste à confirmer puisque c'est tombé juste avant que j'enregistre, mais si même l'assurance tout risque danoise déçoit, où va-t-on? Un mot sur la Chine encore, où les exportations de juillet ont déçu pendant que les importations ont nettement dépassé les attentes. On a toujours cette dualité dans les données chinoises qui brouille quand même pas mal la lecture, alors que le pays devrait être confronté à une nouvelle mesure de défiance des États-Unis. En effet, l'administration Biden voudrait limiter la présence de composants chinois dans les véhicules modernes, c'est-à-dire les véhicules intelligents. Ça c'est pour éviter les remontées de données, voire les sabotages. Les composants chinois sont en effet omniprésents dans les équipements automobiles. Washington craint cette dépendance et les risques qui y sont liés en cas de conflit. Cette mesure ressemble pas mal à la mise au ban du Huawei il y a quelques années. Voilà en tout cas qui ne devrait pas aider la Chine à se relancer, ni aider les relations commerciales à s'apaiser. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 a encore repris près de 3%, l'indice a presque effacé le plongeon de 12,4% de lundi, mais il accumule toujours un repli conséquent par rapport à ses plus hauts récents. La Corée du Sud et Taïwan, ça se passe bien aussi, le comportement est assez identique à celui de Tokyo avec le rebond des technologiques, l'Inde gagne 1% et l'Australie 0,7%. Du côté de la Chine, les indices continentaux végètent, tandis que le Hang Seng gagne plus de 1%. Les indicateurs avancés européens et américains pointent en vive hausse ce matin, c'est l'effet balancier que je décrivais en préambule. Du côté de l'actu des sociétés en France, c'est très calme, on est au mois d'août, en France ça bouge pas beaucoup. Cathay Pacific achète 30 Airbus A330-900, ils sont valorisés 11 milliards de dollars au prix catalogue, même si on sait que les prix catalogue sont nettement surévalués par rapport à la réalité des contrats. Believe va racheter la totalité du label turc DMC pour 38,3 millions d'euros, Acticor Biotech est en redressement judiciaire, les constructeurs du bois signent un contrat avec CDC Habitat et ICF Habitat Nord-Est, et Median Technologies a signé un contrat avec un gros labo. Côté agenda des publis, on a Selectis, Neurone et Actia aujourd'hui en France. À l'échelle européenne, on a donc Novo Nordisk qui a priori déçoit sur son T2, Continental a plutôt bien publié sur le trimestre mais a réduit ses prévisions annuelles à cause de sa division automobile, X poursuit Ørsted et Unilever ainsi que d'autres sociétés pour boycott publicitaire, Roche envisagerait de céder sa société de données sur le cancer pour un montant de 1,9 milliard de dollars, ça c'est une information du FT, Schaeffler, l'allemand, n'est pas intéressé par la division automobile de Continental, a déclaré son CEO hier, et Evotech, toujours en Allemagne, abaisse ses prévisions annuelles bien en dessous des attentes du marché. Allemagne toujours, Siemens Energy relève ses perspectives en matière de flux de trésorerie après un solide T3 fiscal. On a aussi ABN AMRO qui affiche des revenus d'intérêt supérieurs aux attentes et Banco BPM qui a relevé ses prévisions annuelles. Enfin, Logitech nomme Matteo Anversa directeur financier. Sur l'agenda des publis en Europe, on a donc Novo Nordisk, Glencore, Coca-Cola Euro-Pacific Partners, Beiersdorf, Ahold Delhaize, AP Moller-Maersk, Sampo, Siemens Energy, Commerzbank, Legal & General, ABN AMRO ou encore WPP et Continental. Côté continent américain, les sociétés qui montent hors séance après leur trimestriel, on a Lumen plus 34%, Fortinet plus 16%, Instacart plus 8%, VF Corporation plus 6,8%, Axon plus 4,4% et Win plus 2,6%. Les sociétés qui baissent après leur trimestriel, Airbnb donc moins 16%, Super Microcomputer moins 13%, Reddit moins 4,5% et Davita moins 3,6%. Walt Disney a annoncé de grosses hausses de tarifs pour son offre de streaming hier à J-1 de la publication de cette trimestrielle qui doit avoir lieu tout à l'heure à la mi-journée. United Airlines a entamé des négociations avec son syndicat et des groupes de défense de l'environnement ont attaqué Suncor pour la pollution de la raffinerie du Colorado. Les principales publis du jour aux États-Unis, on a Costco, Walt Disney, McKesson, Shopify, CVS, Equinix, Emerson Electric, Hilton, Occidental Petroleum ou encore Monster Beverage. En Asie-Pacifique et ailleurs, Petrobras au Brésil a confirmé que le processus de diligence pour l'achat de la raffinerie de Mataripe est en voie d'achèvement. NTT va racheter 200 milliards de yens de ses propres actions et Arcadium en Australie explore ses options dans le lithium en raison de la faiblesse des prix des matières premières. Sur l'agenda des publis sur le continent asiatique, Sony, SoftBank, NTT, DBS, Honda, Fujifilm ou encore Asahi. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir ce matin pour bien démarrer la séance boursière. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.